Voilà. Bonjour le stream. Eh ben, fantastique. Voilà, donc tu connaissais pas Twitch, c'est ça? Twitch, c'est des sorcières. Alors c'est pas Witch, c'est Twitch. Mais bon, de toute façon, à chaque fois ils inventent un nouveau mot, machin. Interrupteur, non? Ouais. Ah, c'est interrupteur. Bah, voilà. C'est Switch plutôt interrupteur. Ah oui. Bonjour l'interrupteur sorcière. Voilà, exactement, c'est fantastique. Quand on s'est battu, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info, Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça. des critiques constructives, Parce que ça c'est honteux, ça c'est de la merde. de l'amour, Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. de l'innommable. C'est pas un endroit pour les enfants. Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute. Donc on est au 66A, rue des Plantes, au bunker Ciné-Théâtre. Voilà. Ciné-théâtre, fantastique. Et on est en compagnie de Patrice. Baudouin. Ah oui, Patrice. C'est surtout de Baudouin. de Baudouin et de moi, Damien. Voilà. Et on va passer 1 heure, je pense, à peu près. Il faudra au moins ça pour raconter un peu ce que tu fais, Patrice. Donc, tu es Patrice Baudouinet. C'est comme ça que ça se prononce ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Et tu es un cinéaste producteur belge. En tout cas, c'est comme ça que tu es présenté en premier. Et tu as d'ailleurs réalisé beaucoup de courts-métrages. Tu as produit quelques longs-métrages. Et il paraît que tu étais en train de travailler sur un long-métrage, mais est-ce que ça va prendre forme à un moment ou à un autre En réalité, moi j'ai réalisé une quinzaine de courts-métrages. J'ai produit, je crois, 5 ou 6... non, j'ai dit courts-métrages. Oui, courts-métrages. J'ai produit 5-6 longs-métrages. Et en tout, j'ai produit plus d'une 60aine de films. Et puis j'avais un projet de long métrage qui s'appelait Les Laquements de l'Apocalypse, où les laquements c'est une gaufrette liégeoise qui sort de terre et qui tue tout le monde. Mais bon, malheureusement, voilà, le projet n'a pas survécu, mais on va voir, voilà, parce que toujours sortir de terre et... Ah oui, mais là le projet est là, mais bon, la moitié des acteurs sont morts, donc ça prend du temps. C'est compliqué. Il y avait Bernadette Lafont, Roger Carrel, il y avait un petit coucou d'Annie Cordy, il y avait pas mal de gens, donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, si un jour moi je n'ai plus le courage en tant que producteur de me relancer là-dedans, en tant que réalisateur, pourquoi pas, mais en tant que producteur, c'est trop lourd, quoi. D'accord. Donc du coup, mais par contre là, je viens de finir un film qui avait été commencé avant le confinement, qui est un court-métrage, c'est un Cadavexki. Oui, j'ai vu ça. Alors on peut voir un petit reportage d'ailleurs sur synergie.be où justement le concept est expliqué et c'est assez sympa. Donc vous étiez 3 réalisateurs, c'est ça, à réaliser un Cadavexki en film, on va dire ça comme ça. Donc l'idée, là, ça se faisait par tirage au sort. Donc là, le hasard a fait que c'est moi qui ai commencé et j'ai dit au deuxième réalisateur, voilà mon dernier plan, c'est Baudouin avec des spaghettis sur la tête et qui crie you 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 you. Et le suivant devait partir de cette image-là que je lui donnais, de l'action de Baudouin, et puis de se dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et on avait une unité de décor, donc on était obligé de rester dans le décor, et une unité aussi d'acteurs. Le seul truc qu'on devait dire, c'est si un acteur, on le tuait, on devait dire attention, je l'ai tué, donc si tu veux t'en servir, à toi de le faire réapparaître. D'accord. Donc, et ça a donné quelque chose qui tient la route, qui est un peu bizarre, mais qui tient la route. Et vous avez, parce que c'est pas explicité dans le petit reportage, mais vous avez fait des allers-retours, ou alors tu as réalisé une partie, puis après il y a une autre partie, puis une dernière partie, mais il n'y a pas de toi qui reviens après pour refaire une partie. Non, c'est vraiment, je crois qu'on a réalisé chacun 5, je sais plus si c'est 4 ou 5 séquences, donc, mais aléatoirement. Donc c'était moi, puis Roland, puis Jean-Marie, puis moi, puis Roland, puis Jean-Marie. C'était dans. D'accord, dans oui, il y avait vraiment. Voilà. Donc il y avait vraiment un aller-retour, comme on peut le faire entre nous, en pliant une feuille. Voilà. Et... Mais sauf que moi, je refaisais peut-être une séquence après les 2 autres, parfois juste après un autre. Donc, j'avais pas vraiment d'accroche. Et où est-ce qu'on peut le voir ? Alors là, il vient de sortir à Paris, au Centre Wallonie Bruxelles.
Il vient de sortir à Paris au Centre Wallonie-Bruxelles. Et puis maintenant, normalement, on va peut-être le projeter au BIF, Festival du film fantastique. Justement, normalement, l'œil carnivore, il sera au BIF parce que c'est les 40... alors, je ne sais pas si c'est les 40 ans réellement, mais en tout cas, c'est la 40e édition. Voilà. Et il faudra absolument qu'on fasse quelque chose. Voilà. Si vous voulez de moi à ce moment-là. Oui. Je pense, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais j'aimerais bien faire au moins une émission et peut-être autre chose, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on l'a fait vraiment avec Roland Letem, qui est un réalisateur de grande, un peu indépendant belge, qui a fait pas mal de films gore ou expérimentaux ou qui font réfléchir. Et donc il doit avoir plus ou moins 80 ans, et avec un autre réalisateur qui a plus ou moins le même âge, qui s'appelle Jean-Marie Buchet. Et voilà, c'est l'union de nous trois, et c'est des gens que j'ai produits au fil des années. Et je voulais, comme moi je voulais arrêter quand même un peu le cinéma, se dire on se refait plaisir à tous les trois. Quoi. Oui, voilà, là c'est un exercice de style et c'est toujours sympa de toute façon. Voilà. Et de voir qu'est-ce que. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu te voir ce soir, que l'œil carnivore est venu te voir ce soir pour Radio Panique. C'est pour le festival du fanzine, donc le 4e camp de survie du fanzine qui va se passer. Alors que je me trompe pas, c'est le 2, le 3, le 9 et le 10, c'est ça, je crois. Voilà, t'as raison. Donc c'est le 2, 3, 9 et 10. Juillet 2022. Voilà. Donc ça, c'était un peu... Donc il y a eu en Belgique et en Europe et dans le monde une espèce de pandémie. Et donc on s'est dit faudrait dire aux gens comment pour la prochaine qui va commencer, c'est au mois de septembre je crois. Oui, la normalement saison 3 c'est au mois de septembre. Oui. C'est ça. Et donc pour préparer la saison 3, on s'est dit nous on fait le 4e camp de survie du fanzine au bunker pendant ces dates-là. Donc c'est 2 week-ends de survie, et pour l'instant il y a je crois 35 à 40 invités qui vont venir montrer leur fanzine. Certains vont en faire spécialement pour l'événement, et les plus paresseux, ils vont juste amener leur fanzine qu'ils ont fait dans l'année. D'accord. Voilà. Et je crois que tu es tombé dans le fanzine tout petit, puisque sur ta page Wikipédia... Il y a beaucoup de conneries. Évidemment, mais voilà. En tout cas, sur ta page Wikipédia, il est marqué que à 14 ans, t'as commencé à faire un fanzine qui s'appelait... Alors, il s'appelait le Saucisson Magazine, parce que j'étais dans une école qui s'appelait Saucy. Donc, on appelait ça le Saucisson Magazine. T'étais à Liège ou à Bruxelles ? À Liège. Qui plaisait pas du tout à la directrice, parce qu'elle se trouvait que qu'on se moquait un peu déjà de l'école. Saucisson, oui, j'imagine. Voilà. Et quand j'ai arrêté l'école, les secondaires, j'ai continué avec ça en l'appelant le Petit Saucisson Illustré. Et il a fait une 15aine de numéros. À l'époque, j'étais obligé de faire ça par offset, donc c'était 500 exemplaires. Ce qui est pas mal. Alors l'offset, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est quelque chose, en gros, c'est vraiment l'impression, c'était le moyen de faire des petites impressions, mais avec quand même une machine où il fallait imprimer sur une première couche métallique, on va dire, je vais simplifier le journal, puis après passer, alors s'il y avait des couleurs en plus, fallait le faire en plusieurs fois, mais en tout cas, passer ça dans une presse avec de l'encre, et ça imprimait ce qu'on voulait imprimer, donc le fanzine. Et donc c'est un travail qui c'est coûteux, c'est pas rien à faire. Toi, tu le faisais toi-même, ou alors tu passais par un imprimeur ? Par un imprimeur. Parce que ça, faut savoir s'en servir, quoi. C'est une presse quand même professionnelle, quoi. Tout à fait. Mais c'est parce que j'avais eu la chance, j'ai dû faire mon service militaire et je l'avais fait au service audiovisuel, et donc il y avait toute une partie impression, etc. Donc j'avais un peu joué avec ça, entre guillemets, et c'est vrai que c'était intéressant. Il y a moyen de faire des choses intéressantes. Après, évidemment, quand on voit maintenant la facilité qu'on a pour imprimer quelque chose, la facilité et le prix. C'est nous, quand on faisait des fanzines dans les années 90, on ne pouvait pas se payer une photocopie couleur. Une photocopie couleur, allez, on va dire, ça coûtait peut-être 5 € de maintenant.
Et donc là, nous, c'était pas possible puisque le prix du fanzine, c'était peut-être de 2 €, 3 €. Et puis faire une photocopie couleur, là, tu étais obligé de tripler ton prix de fanzine, donc c'était pas possible, quoi. C'est pas possible. Et donc toi, t'es tombé tout petit. Alors, hors antenne, tout à l'heure, je faisais un parallèle avec Pacôme Tilman, que tu connais de nom, en fait, mais que t'as jamais rencontré, parce que effectivement, lui aussi, étant jeune, il a auto-édité, on va d'ailleurs voir qu'est-ce qui définit un fanzine, hein, et qui a auto-édité justement des fanzines de gens qui lui plaisaient. Il allait voir les gens et puis il arrivait à leur prendre des planches et puis à avoir des planches et puis les éditer et puis aller les vendre en librairie, etc. Tout ça. Donc toi, c'est pareil. En fait, ta démarche, c'était un peu aussi aller voir les gens qui te faisaient rêver, entre guillemets, ou qui... Oui, c'était ça. Et du coup, j'ai eu un apport j'ai calculé, de 100 dessinateurs. Et dans les dessinateurs, ça passe par tous ceux presque de Spirou et de Tintin qui étaient là à l'époque. Donc t'avais Will, Tiff et Tondu, t'avais Franquin, Gaston Lagaffe, t'avais je sais plus, Athanasio, t'avais Haussmann, t'avais tous les dessinateurs de Liège qui lui faisaient chaque fois une planche pour nous et parfois une couverture. T'avais Marc Hardy, dessinateur de Pierre Tombal, Walteri évidemment. Et c'était encore une grande période de la BD belge. Oui, c'était l'époque quand même où ça. On est à quelle année là, à peu près? 80. Oui, ça rajeunit pas. 83, 84, 85, 86, je sais plus exactement. Oui, donc ils étaient on va dire tous les grands de la BD belge étaient là. Étaient facilement accessibles. Sauf Peyo, qui était inaccessible. Parce que je l'avais rencontré une fois, c'était mon pote François Walteri qui m'a dit tiens, il est là au musée, va lui demander un petit dessin. Et donc j'attends qu'il sorte dans la rue. Et puis je tends le programme de l'ouverture du musée de la BD. Et je dis je peux pas avoir une petite signature. Et là il me dit je suis fatigué. Et j'avais envie de dire mais Peyo, il y a 4 lettres. Et on a discuté 5 minutes pour me dire qu'il était fatigué. Et après, j'ai dit ça, et puis il m'a dit oui, c'est vrai que s'il te mettait 4 lettres, il avait l'impression de te donner 10 €, quoi. Donc voilà, c'est la seule personne qui m'a refusé un autographe ou une dédicace dans ma vie. Et même, j'avais vu à la fin de sa vie Willy Wanderstein, qui est le Bob et Bobette, dessinateur. Et là, c'était magnifique parce qu'il était vraiment très, 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 très vieux. Et il m'aurait dit non, j'aurais très bien compris. Et sur le capot de sa Rolls, il m'a pris 3 minutes pour dessiner Lambic et 5 minutes pour faire sa signature. Et j'ai pas osé lui demander vous pouvez rajouter à Patrice. Mais je trouvais ça vraiment super gentil parce que voilà, il était il prend 10 minutes pour faire son petit dessin. Et bien de le faire gentiment parce qu'il voyait que j'étais tout seul, parce que je lui ai demandé gentiment. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé tous les auteurs et c'est comme ça que certains m'envoyaient carrément des planches par exemple Marc Hardy, on m'a envoyé des planches qui étaient inédites parce qu'elles avaient été refusées ou l'album n'était pas fini ou quoi que ce soit. Et donc où il y en a qui l'ont fait exprès pour nous comme Paul de Liège, quoi. Donc c'était une chouette époque et puis du coup j'ai continué moi à faire des fanzines depuis et j'avais la chance aussi de pouvoir les rencontrer, donc de faire des interviews comme tu fais maintenant et donc voilà, et donc j'ai rencontré des gens comme Franquin en interview, Walteri, voilà, ou Robin Boulébine, voilà, et c'était super chouette parce que j'avais un support pour leur montrer après, quoi. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait fanzine sur fanzine, puis j'ai rencontré tous des potes qui faisaient des fanzines, et puis un jour on s'est dit mais tiens, c'est con, on se voit jamais. On se voit jamais, et pourquoi pas se rassembler, comme j'avais une salle, le bunker, justement, j'ai dit alors on n'a qu'à faire ça au bunker.
Et voilà. Et c'est comme ça que le festival est né. Il est né du désir de se rencontrer, d'aller vers les autres évidemment, et d'appeler tous ses potes, et puis pour que chacun voit ce que les autres font. Et échanger les expériences. Et peut-être faire des nouvelles collaborations aussi. Il y a ça ce aussi. côté-là, ouais. Ça aussi. Hein. Et donc c'est quoi je vais revenir un peu au basique là, machin, mais qu'est-ce qui définit un fanzine pour toi ? C'est quoi un fanzine ? C'est parce que à la base, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit bon, ok, c'est quoi ? C'est l'auto-édition qui fait le fanzine ? C'est quoi ? Alors, j'aurais envie de dire, c'est d'abord la passion. Mais la passion, ça peut être la passion pour soi-même, pour ses propres dessins, pour sa propre poésie. Ça peut être une passion, par exemple, pour la science-fiction. Ça peut être une... Oui, parce que normalement, fanzine, c'est un magazine de fans, je crois. C'est ça l'étymologie quelque part l'étymologie, c'est petit magazine de fans, oui. Voilà. C'est ça. Petit journal des fans, voilà. Donc, mais après, ça, c'est devenu tout. Donc, c'est en gros ceux qui voulaient faire un magazine, mais qui, quelque part, étaient juste fans de tel ou tel sujet, et qui, de la même manière que maintenant, il va y avoir des blogs, il va y avoir des podcasts, il va y avoir toute une série de choses qui sont faites, le fanzine était une des manières d'extérioriser quelque part sa passion et de la partager avec d'autres. Oui, oui, mais c'était parce que la presse, allez, on va dire traditionnelle, ne parlait pas de toute série de certaines choses. Donc, par exemple, pour le punk, pour le mouvement alternatif comme ça, la presse n'en parlait pas, la presse officielle. Donc, il fallait trouver un média. Et comme on n'avait pas accès à ces médias-là, les gens créaient leurs propres médias. Et en se disant, tiens, quand on est à un concert, on fait notre fanzine, où on va parler des autres groupes, on va dire nous quand on joue, les autres quand ils jouent, puis tout compte fait, on va peut-être faire une interview de machin, parce que tout le monde dit qu'il aime bien, que c'est un truc qui est chouette, et ainsi de suite. Et par exemple, en bande dessinée, je pense qu'il y a plus d'interviews de dessinateurs, là je parle dans les années 80, plus d'interviews dans les fanzines que dans la presse. Oui, parce que c'est des fans et que quelque part c'est ce qu'ils auraient aimé lire dans la presse quelque part. C'est faire ce qu'on ne trouvait pas, comme tu dis. Hein, c'est le principe. Et l'âge d'or du fanzine pour toi, donc c'est les années 80 quelque part, c'est ça 80-90 sans doute. Mais ça peut être 1920. Oui, sans doute. Oui, c'est ça. Oui, ok. Non, je pense qu'il y a peut-être juste eu, allez, on va dire de 2000 à 2010, une grosse chute parce que Internet devenait disponible et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, on va le faire sur Internet. Oui, parce que je prends l'exemple des dessinateurs qui auraient pu, à la limite, faire du fanzine, qui se sont mis à dessiner sur le net, en fait, et à poster directement. Il y en a plein qui se sont fait connaître, d'ailleurs, comme ça, en postant. Oui. Et qui, après, sont publiés. Et qui après sont publiés, oui. La finalité de la publication reste, on est bien d'accord. Hein. Ça dépend. Oui, mais dans le fanzine, c'est pas l'obligation. C'est pas l'obligation, c'est de se dire je fais mon truc, et puis je le communique, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, je continue quoi. Et ça me revient pas trop cher. Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est que ça c'est dans l'économie. Je ne sais pas si tu connais un peu le podcast ou on va dire le blog, le site, parce que finalement le principe du fanzine, le podcast, on va dire les podcasts d'origine. Hein, je parle pas d'une radio qui met à disposition la catch-up de son antenne. Ça c'est autre chose. Mais je regarde l'Œil Carnivore par exemple. Moi le principe c'était chaque mois on se retrouve entre différents chroniqueurs. Et chacun fait découvrir aux autres et aux auditeurs ce qu'il a découvert dans le mois comme objet culturel, peu importe le sujet. Si la technologie n'avait pas été disponible pour ça, j'aurais sans doute fait, alors peut-être de la radio, parce que bon, il y a le côté quand même animation, etc. qui me plaisait, mais j'aurais pu très bien faire du fanzine. Ça aurait pu être une des voies possibles finalement il s'avère que c'était le podcast au final, mais parce que je m'en sortais techniquement
temps pour le faire, en fait, tout simplement. Mais c'est sans doute le même genre de choses qui habitent ceux qui font du fanzine, non ? Il doit y avoir... Oui, non, sûrement, oui. Comme je pense, pas mal de groupes un peu indépendants de musique qui ont envie de faire leur musique et qui vont venir jouer dans la salle, même s'ils sont juste défrayés. Mais pour eux, ça va être leur passion. Donc je pense qu'il y a... Oui, il y a plein de domaines où ça va être comme ça. Oui, le court-métrage Oui, où l'argent n'aura pas forcément d'importance, mais où on va se débrouiller pour faire sortir notre centre d'intérêt. Oui, je vois très bien. Et je parie qu'en sport, c'est la même chose pour certains clubs sportifs que se disent, c'est d'avant tout... c'est de passer un bon moment ensemble, de s'amuser, d'essayer d'aller plus loin parce qu'il y a le côté sportif, mais et de faire ça bien. C'est toujours... mais là, par exemple, on a un fanzine du club des arbalétriers de Visé. C'est une espèce d'ASBL. Ils se réunissent et ils font des démonstrations, ils font un tas de trucs. Ils le font en dehors de leurs heures de travail parce que ça leur plaît. Et je parie qu'il y en a un qui travaille presque à full time là-dessus, qui va faire leur fanzine, qui va organiser les déplacements, qui va se débrouiller pour avoir un petit défraiement pour payer l'essence ou la bouffe, et puis ils vont en groupe quelque part pour s'amuser et défendre leur passion de l'arbalète. Donc je pense que c'est avant tout une passion ou de choses qu'on a envie de dire et qu'on peut pas dire dans les journaux. Je pense par exemple en 1914-18, dans les tranchées, il y a eu plus de 700 que je vais appeler journaux de guerre. Et parfois c'était 30 exemplaires, parfois c'était 50 exemplaires. C'était fait de façon aléatoire en fonction du papier qu'ils avaient, en fonction des obus qui tombaient. Donc il y avait un obus qui tombait, le journal s'arrêtait directement et il racontait tout ce qu'il vivait. Donc il parlait des problèmes de nourriture, il parlait des maladies, il parlait du champ de bataille, il parlait d'un tas de trucs. Et c'est amusant parce que nous, on a lancé le petit pangolin illustré, et quelque part en confinement, on a fait la même chose où on a parlé de nos angoisses, on a parlé des trucs qu'on vivait, on râlait sur, pas trop parce que c'était pas trop politique, mais plus sur la façon dont les gens, le lendemain dès qu'ils pouvaient ressortir, jetaient tous leurs papiers à terre, en disant mais on devrait les laisser enfermer ces gens-là. Mais il y a un parallélisme où nous on était coincés chez nous, eux ils étaient coincés dans les tranchées, et quelque part on racontait la même chose. On racontait notre histoire du moment. Et ça, il y a beaucoup de fanzines aussi qui racontent, que ce soit en poésie, que ce soit en littérature, l'histoire de ce que je vis maintenant et j'ai envie de le faire partager. Et un éditeur ne veut pas. 2 éditeurs ne veulent pas, donc je m'en fous, je le fais. Et à Liège, j'avais trouvé comme ça un fanzine d'une vieille dame, que c'était des fanzines de recettes de cuisine. Et je les ai vus au marché de Noël à 4 € ou 5 €. Et donc j'ai parlé avec la dame, puis elle m'a dit j'ai trouvé personne pour l'éditer, moi j'avais envie de le faire, donc j'ai été à la photocopieuse et j'ai demandé à mon fils qu'il les tape à la machine. Voilà. Et elle demandait à 2 dessinateurs de faire quelques dessins, et hop. Et du coup, je sais pas, ça doit être 50 exemplaires qu'elle vend sur le marché de Noël, qu'on trouve juste là, et au milieu de tout le non, mais c'est quelque part, effectivement, c'est la magie, et ça montre aussi que tout le monde est capable de faire ça au final. Oui. Il n'y a pas de... D'ailleurs, lors de ce 4e camp de survie, il y a combien de participants, combien de fanzines représentés en fait ? Comme il y a entre 30 et 40 invités, c'est fluctuant parce que c'est toujours bordélique, donc il y en a qui disent qu'ils viennent et qui viennent pas, et il y en a qui disent pas qu'ils viennent et puis qu'ils viennent. Donc et là ça représente souvent, parce que quand il y en a un qui s'amène, souvent il s'amène avec les fanzines des copains. Donc je pense qu'on peut voir une centaine de zines différents. D'accord. On va dire de la production annuelle, du moment. Oui, quoi. Un bon exemple en tout cas de ce qu'il fait en Belgique, un peu moins en France parce que c'est clair que
se déplacer, ça coûte cher. Et comme c'est pas... là, ils vont pas vendre 15 000 fanzines, ou ils vont peut-être en vendre... oui, mais c'est pas le but. 50, mais 50 à 2 €, ça ne représente pas un billet de train pour aller à Marseille, par exemple. Donc, c'est vraiment une envie, quoi. Et il y a un équivalent en France, parce que tu parlais de la France par exemple, je sais pas moi, dans telle ou telle région, ou même à Paris, un festival du fanzine. Par exemple, à Marseille, il y a le Dernier Cri qui organise une fois par an son festival. À Paris, il y en a plusieurs aussi. Là, il y en a à Grenoble, justement le 2 et 3 juillet. Donc, ceux qui sont à Grenoble le 2 et 3 juillet vont venir chez nous le 9 et 10. D'accord. Donc, il y en a, par exemple, là en Italie, là c'est fin juin, c'est le Crack Festival, je crois que c'est un des plus vieux qui doit avoir facilement une vingtaine d'années, et qui se trouve dans un château classé, et chacun a sa cellule avec, et là je crois que c'est 200 ou 300 fanzines du monde entier, quoi. Donc, c'est le gros événement où tout le monde qui est longtemps là-dedans se dit tiens, j'irais bien un jour quand même aller voir ce que c'est, quoi. Mais c'est un peu comme les fanzines, c'est aussi aléatoire ces festivals, parce que souvent le festival dépend d'une personne. Quand elle dépend... Oui, parce que déjà, il n'y a pas un sou pour les fanzines, mais alors, pour ceux qui tournent autour, j'imagine que là, ça devient compliqué. Si on gagne des millions par festival. Mais donc voilà, donc ça dépend souvent d'une personne. Et donc voilà. Donc là, on a ce festival du fanzine, une centaine de fanzines, on va dire, voilà. Même beaucoup plus, parce qu'on a aussi, nous, une distro, c'est-à-dire un endroit où on a pas mal de fanzines en dépôt, ou qu'on a acheté et qu'on propose aussi à l'achat ou à la consultation. Ça dépend, quoi. D'accord. Donc vous en aurez plein à la vue si vous aimez le fanzine, et avec chaque fois des gens différents, et ça va des fanzines en sérigraphie aux fanzines photocopiées à l'envers, quoi. Donc on en profite pour rappeler l'endroit où ça se trouve, c'est au Bunker à Bruxelles. Oui. Vous tapez avec vos petites mimines sur internet et vous allez trouver, c'est 66A rue des Plantes. 66A rue des Plantes, oui. Pas loin de la gare du Nord. Vous inquiétez pas, ça craint pas. C'est ce qu'on m'a dit en Non, mais c'est un endroit qui a une mauvaise réputation quand même. Est-ce que par rapport au Bunker, est-ce que tu l'as senti ou pas? Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai dit à ma femme, bon, je vais tourner au Bunker, elle m'a dit, oh là, t'es sûr que tu vas amener ton matos? Est-ce que finalement c'est une mauvaise réputation ou... En 600 concerts qu'il y a eu ici, il n'y a jamais eu de bagarre. Il n'y a jamais eu de vol. Et j'ai jamais entendu dire que quelqu'un s'était fait dépouiller dans la rue. D'accord. Mais donc, oui, on est. Voilà, c'est comme au centre-ville, c'est comme à Uccle, c'est comme. Oui, on n'est jamais à l'abri, mais c'est pas plus que. Voilà. Voilà. Avec juste le petit truc, c'est comme il y a quand même pas mal de prostituées en vitrine. On va pas t'attaquer quand quelqu'un regarde. Donc, comme elle regarde tout ce qui se passe, et que les Macs sont en train de se balader dans la rue aussi. Et qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des problèmes, en fait. Ils n'ont pas intérêt qu'il y ait des problèmes. Parce que comment quand tu vas voir tes prostituées, si un jour tu te fais casser la gueule, et tu vas dire à ta femme, j'étais rue des Plantes. Elle va dire, qu'est-ce que tu foutais rue des Plantes? J'allais je cherchais une librairie. J'allais au festival du fanzine d'abord. Voilà. Donc, comment vas-tu expliquer ça? Et donc, voilà, les Macs surveillent aussi, les prostituées surveillent aussi, parce que si on te casse ta bagnole, il faut aussi expliquer pourquoi ou comment, et surtout que tu iras chez les flics en disant on m'a volé mon iPhone ou je sais pas quoi. Donc au final, voilà, c'est un quartier qui finalement est peut-être plus sûr qu'à d'autres endroits. Pas plus souvent, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà, donc... Et donc au Bunker, il y a aussi la fanzinothèque. Oui, tout à fait. Donc qui est une sorte de musée du fanzine. Pas musée, parce que musée c'est des choses qui stagnent, qui sont mises dans des caisses, mais ça c'est né un petit peu avec le premier festival. Où on s'est dit tiens, tout doit être gratuit, donc parce qu'à l'époque tous les festivals étaient souvent payants pour les exposants et pour les visiteurs.
Voilà. Ah oui, carrément. Oui, À la foire du livre. Mais en même était temps, payante. oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Et c'est un moyen, parce qu'on parlait justement qu'il n'y ait pas d'argent. Déjà, il n'y a pas d'argent pour les fanzines. Ceux qui organisent l'événement, il y a un moment, quand même, louer une salle, avoir le matériel, etc., ça a un coût. Donc il faut quand même. C'est pas si simple que ça, effectivement. Donc ça peut être logique, quelque part, qu'il y ait une sorte en tout cas, qu'il puisse rentrer dans ses frais d'une manière ou d'une autre. Mais Je dis pas forcément gagner de l'argent, hein, mais. Oui, mais bon, nous, on a fait le premier festival avec 150 €. Et les 150 € consistaient tout simplement en l'achat de feuilles de papier pour imprimer le programme, pour imprimer les affiches et les flyers, parce que la commune voulait bien nous les imprimer, mais on devait apporter le papier. Voilà. Donc, le premier festival a coûté 150 €. Mais t'avais le lieu. Et j'avais le lieu, oui. Mais oui, non, après, moi, je suis pour, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que ça lieu, explique aussi. Mais tu peux aussi, il y a assez de squats, il y a assez de lieux ouverts qui pourraient dire, allez, on vous accueille 2 jours et on garde le bar. Oui, voilà, Par exemple. c'est une manière de. Donc il y a moyen. Et je sais qu'il y en a qui essayent de préparer des festivals, mais qu'ils attendent d'avoir 15 subsides pour le lancer. Attends toujours alors. Et c'est ça un peu le monde du fanzine aussi, où on se dit, on a envie de le faire, on le fait. On le fait. On n'a pas assez de pub, il n'y a pas assez de pub, c'est pas grave, on le fait. Et d'ailleurs, une des particularités de notre festival, qui est tout à fait contre le monde de la publicité ou tout ce qu'on veut, c'est que pour être sûr que les gens ne viennent pas, on change de nom à chaque fois. Donc, oui, mais alors, ça me rappelle une histoire comme ça d'un festival que j'adorais du côté de Nantes. Je viens de Nantes il y a longtemps, mais voilà. Et en fait, le festival, d'année en année, il marchait de plus en plus. Donc, de plus en plus, il y avait du monde. Et donc, ça posait un souci. Ça veut dire qu'on perdait le côté sympa, parce qu'en plus on pouvait allumer des feux, on se retrouvait autour, il y avait la scène derrière, genre de choses qu'on peut plus jamais faire, parce que des feux au milieu des festivaliers, je crois que niveau sécurité c'est mort. Et mais ça marchait très très bien, parce que finalement il y avait peu de monde. Et quand c'est devenu vraiment trop gros, ils ont dit tant pis, on va pas du tout annoncer les gens, les groupes. Au final, ils ont eu encore plus de monde. Ouais, voilà. Non, mais il y a un moment, effectivement, c'est compliqué. Mais nous, c'était juste pour rester fidèle au fanzine, où tu fais un fanzine, 2 ans plus tard, tu changes ton pseudo, tu changes le nom de ton fanzine, et que c'est un peu aléatoire. Donc nous, on s'est dit, jouons cette carte-là. Et ce qui était presque ridicule, c'est qu'on a eu plein de presse quand on a appelé ça la Biennale naturiste du fanzine, où là, on a eu des clubs naturistes qui ont dit « Ah, c'est ouvert quand ?» et tout. Quand on a appelé ça le 10e festival du fanzine, ça c'était le seul qui était le vrai numéro, parce qu'à chaque fois on change de numéro aussi. Donc ça c'est le 4e camp de survie, mais en réalité c'est la 13e édition du festival. D'accord. Voilà, et le 10e, là c'était parce que c'était le 10e. On s'est dit c'est le 10e, allez. Essayons d'être plus sérieux. Voilà, mais je crois que, je sais plus comment on avait appelé ça, on a appelé ça, le 10e festival international du fanzine. Ah oui, tant qu'à faire. À ce moment-là, autant avoir un nom. Donc évidemment, j'allais le montrer à la caméra, mais elle fonctionne pas pour l'instant. En tout cas, elle enregistre. Donc peut-être qu'à un moment, vous aurez une version finale. D'accord. Mais et donc, du coup, on peut parler ou... Oui, vas-y, excuse-moi. C'est parce qu'en même temps, effectivement, j'essaye de voir si je peux régler, mais non, je sais pas. Voilà. Et donc, du coup, comme on a appelé ça 10e festival, on a eu plein de presse. Parce que comme les journalistes sont très intelligents, et là, ils comprenaient de quoi ça parlait, en fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais sinon, le premier, ça s'appelait le 237e festival interplanétaire du fanzine. Voilà, ce qui est logique. Absolument. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a eu la 8e transhumance transalpique du fanzine. Au moins, il y a encore le mot fanzine dedans, ce qui donne un indice. Et par exemple, pour la 69 Biennale naturiste du fanzine, il y a eu, je crois, une 20aine de personnes nues.
Nous, on a ouvert Nul Festival, ça a duré 37 secondes, le temps que les gens n'aient pas le temps de sortir leur GSM qui fait des photos. Les GSM Magritte, là, ils n'ont pas eu le temps de les sortir, quoi. D'accord. Donc, je vois que d'ailleurs, à l'endroit où on est, là, on est dans le bar du Bunker, il y a énormément de dessins originaux. Je suppose aussi que c'est des dessins qui ont dû servir à certains fanzines. Il y a un peu de tout. Il y a un dessin de Baudouin d'ailleurs, qui est juste là-bas au-dessus. Ça doit pas être le même, je pense. Mais je ne sais pas, mais il s'appelle réellement Baudouin et c'est un dessinateur français qui est super actif, qui est plutôt jeune, mais qui par exemple nous envoie chaque mois un dessin pour le petit pangolin. En dessous, c'est un dessin de Jean Bourguignon qui lui aussi est très actif. Il a fait aussi Les Mis en slip juste au-dessus. Ça, c'était un festival. Alors, je sais plus, en Serbie. T'as un slip de Yann Bucois qui est venu faire plusieurs trucs ici. Oui, effectivement, je vois. Un caleçon plutôt qu'un slip. Là aussi, t'as 4 dessins de Baudouin juste en face. T'as un festival en Espagne. T'as un groupe qui s'appelle Cool Beat qui a fait une sérigraphie. Elle est ici, mais il n'y en a qu'un exemplaire. Peut-être un clin d'œil à une salle à Liège qui était le Cirque d'hiver, qui n'existe plus depuis des années, mais qui faisait un peu le même genre d'activité que ce qu'on fait maintenant, un peu hors norme, un peu bizarre. Il faisait la nuit de l'injure, où il fallait s'injurier toute la nuit. Donc c'est... Voilà, c'est un peu ça va un peu dans tous les sens. Puis quand on en a marre, on change de décor. D'ailleurs, en parlant de décor, il y a effectivement l'entrée du cinéma qui vaut le détour, en tout cas de la salle de cinéma, où là, effectivement, il y a des choses, parce qu'on est dans un endroit qui était en fait un ancien laboratoire de photographie, ou même de cinéma. Un ancien laboratoire de développement de films qui était à l'époque spécialisé dans les courts-métrages et dans les films d'actualité. D'accord. Donc ils étaient, chaque labo avait un peu ses gros clients. Et eux ici, les gros clients, c'était Belgavox à l'époque, qui faisait les actualités, donc ils devaient aller super vite. C'est-à-dire qu'on leur donnait la copie, je sais pas, le mardi, et le mercredi, il fallait que 120 copies soient dans toute la Belgique. Et d'où la présence des laboratoires et des distributeurs dans le quartier nord. Pour être à côté de la gare. Pour être à côté de la gare. Et ça, en 1980, j'ai recensé 160 sociétés qui travaillent dans le cinéma. Ça allait aux distributeurs, ça allait aux publicitaires, ça allait aux vendeurs de projecteurs, de salles, de fauteuils de cinéma, d'affiches. Voilà, ils étaient tous regroupés par ici. Ah ouais. Oui, il ne reste plus. Oui. oui. J'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour. Je sais pas s'il y a des choses, je sais plus, là j'avoue. Et sinon, pour revenir sur la fanzinothèque. Donc la fanzinothèque, oui. On a plus ou moins 10 000 fanzines. Et donc c'est pas un musée, donc c'est qu'on peut y aller pour lire, pour voir. C'est comme une bibliothèque, ou alors on peut acheter comme une librairie, ou Alors c'est les deux, c'est les trois. Donc d'une part, chaque premier mercredi du mois, sauf pendant l'été, on fait ce qui s'appelle les mercredis du fanzine. Donc c'est un espèce de café littéraire autour du fanzine, où on reçoit 4-5 fanzines qui viennent avec leur stand, et puis aux alentours de 7h30, 8h, il y a une discussion. Et donc on va dire tiens ton fanzine là voilà, c'est du beau liège, ça s'appelle Play, ouais tiens c'est chouette, pourquoi tu as fait ça, comment tu l'as fait, vers quoi ça va, et pour donner aux gens d'une part d'aller vers ton fanzine, de voir ce que tu as fait, d'en parler, de peut-être avoir des collaborations. Et après, souvent, il y avait un concert, une projection de film ou quelque chose de... Et profil... Vas-y. Et l'après-midi, la fanzinothèque est ouverte comme consultation.
Donc, si tu me dis, j'ai envie de voir des fanzines, on te sort des caisses. Et si tu me dis, tiens, moi, je voudrais voir des pamphlets, ou je voudrais voir des fanzines photographiques, ou des fanzines de poésie, on va te sortir ce qu'on a. Et là, c'est en mode bibliothèque. Bon, comme c'est quand même super fragile, et que c'est très peu d'exemplaires, et qu'on peut pas les recommander, pour l'instant, ils sortent pas. Mais on doit voir avec la communauté française pour qu'ils scannent tout et mettent ça en interne dans les bibliothèques. Oui, parce qu'il y a un site qui s'appelle Fanzinorama, tout à fait, oui. Que j'ai testé, mais il y avait une certaine frustration parce qu'il y en avait que je voulais découvrir un petit peu comme ça, et derrière, pour l'instant, très peu était accessible en ligne, en fait. Mais alors après, on est d'accord, l'objet fanzine, au final, il faut le voir en vrai, oui. mais à défaut, puisque c'est des œuvres... Parce qu'au final, c'est un peu la réflexion que je me faisais, c'était que le fanzine, c'est quasi comme une œuvre d'art. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été fait avec amour, en finalement très peu d'exemplaires, ça a un côté éphémère, donc au final, avoir un fanzine, c'est une espèce de trace comme ça qu'on va garder parce qu'on l'a acheté, parce que la couverture nous a plu, ou un truc comme ça, et c'est une espèce de trace éphémère, c'est une sorte d'œuvre d'art quelque part, une espèce de cri comme ça, aussi bien de ce qu'il y a dedans que de celui qui le fabrique, etc. Il y a ce côté-là. Et donc, c'est vrai que derrière ça peut être utile qu'il y ait une consultation possible en ligne qui permettent quand même de garder une trace, de voir ce qui s'est fait, ou de voilà, c'est dans ce sens-là. C'est deux choses bien différentes. On n'est pas du tout dans la même idée entre quelqu'un qui va consulter en ligne un fanzine pour voir de quoi ça parlait ou quoi que ce soit, et l'autre qui va l'acquérir parce que c'est l'exemplaire, parce que c'est quelque chose. Mais là, l'idée de mettre les fanzines en ligne, c'était de progressivement mettre un fanzine en ligne de chaque auteur. Voilà. Et le jour où il veut qu'on le retire, on le retire, et c'est consultable gratuitement. Le seul problème, c'est que l'informatique évolue très vite, et que le programme qu'on a utilisé il y a 10 ans ne marche plus maintenant. Donc, je crois que, par exemple, sur Windows XP, ça marche encore, donc tu peux le voir. Donc, je conseille à tout le monde de racheter un ordinateur Windows XP pour pouvoir voir les fanzines en ligne. Voilà, en plus, ça coûte pas très cher. Si, ça coûte très cher. Ça va finir par coûter cher, en fait. Ça va finir par coûter cher parce qu'il faut les trouver. Mais c'était des bonnes bécanes. Voilà. Et donc ça marche encore parce qu'on n'a pas désactivé toute une série de programmes où il y a un truc qui dit ouais, attention, c'est plus sécu. On s'en fout. Mais voilà, donc il faut qu'on. Et le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup et qu'il faut être sur tous les fronts en même temps. Et donc. Voilà. Appel à ceux qui voudraient se lancer là-dessus aussi. Ça peut un coup de main. Un coup de main serait bienvenu sur ce genre de. Sur ce genre de choses. Et alors, la question que j'avais tout à l'heure, c'était, alors maintenant, on va dire, là, en 2022, ça fait bizarre, parce qu'on est en 2022. En 2022, qui fait des fanzines ? C'est quoi on va dire, le prototype ? Est-ce que c'est très, parce que tu parlais d'une vieille dame tout à l'heure, est-ce que c'est très éclectique ? Est-ce qu'il va y avoir aussi bien des jeunes lycéens, étudiants, que des trentenaires ou des retraités, j'en sais rien, je prends au très large, ou est-ce que quand même il y a une population cible et pareil, quel est le lectorat en fait du fanzine ? Alors là, je me pose la question parce que quand j'ai parlé du sujet que j'allais ce soir t'interviewer à propos du fanzine, il y a eu plusieurs réactions. Alors la première c'était mais ça existe encore. Donc voilà, comme quoi alors que bon, finalement c'est comme si on posait la question, est-ce que ça existe encore les livres ? C'est aussi absurde que ça. Mais c'est vrai que dans les années, alors peut-être parce que j'étais étudiant dans les années fin des années 80, début 90, ça me paraissait évident que le fanzine existe. On m'aurait posé la question maintenant, j'aurais réfléchi à 2 fois. Oui, mais à cette époque-là, t'en as acheté ? Oui. Et tu les as achetés où ? Non, généralement c'était dans des librairies, ça tombait, et je suppose que là je vais dans une librairie, je vais en voir 2-3 sur le comptoir. Si tu vas chez Multi-BD tout près de la Bourse, il y a tout un portillon, il y en a une 50aine. T'en as aussi... il va m'engueuler parce que j'ai oublié Là, il y a la Kryptonite.
Il y a la Kryptonique qui en a. Ouais, de Philippe, et d'ailleurs c'est grâce à Philippe que je suis là ce soir. Voilà. Tiens, vous verrez, on en profite pour lui faire un coucou. Et il y a Nicolas a créé un gyrosine, donc c'est un espèce de tourniquet à fanzine. Oui, j'ai vu ça. Et c'est j'ai pas une bonne mémoire, c'est dans une librairie Nijinsky ou Nijinsky, librairie Nijinsky. À Saint-Gilles, c'est ça? Oui, je pense. Ouais. Et il y en a encore un troisième endroit qui en prend, mais je me dis, voilà. Mais... Oui, je suppose que ça se trouve. Ça se trouve encore. Ça doit se faire encore. Quelqu'un qui fait son fanzine et qui le propose même dans n'importe quelle librairie. Bon, la personne va peut-être refuser, mais en même temps, je pense que n'importe quel libraire, voyant quelqu'un arriver avec est-ce que je peux vendre ce truc-là, se dirait tiens. Non, c'est pas forcément. Non, c'est pas si facile que ça. Pas forcément parce qu'il manque de place. Oui, c'est vrai. Donc il faut déjà qu'ils donnent un coin. Et parce qu'à un moment, chez Bruxelles, ils avaient des fanzines. Et puis un jour, j'ai voulu voir pour les réachander ou voir les nouveautés. Et c'était une caisse à chaussures qui était mise en dessous d'une armoire. Donc, mais dans les rayons, quoi. Mais il fallait vraiment fouiner en dessous. Et donc, et je les avais même retrouvés soldés à 50 centimes, alors qu'ils n'avaient jamais été payés. Ça me fait un peu râler, quoi. Mais non, par contre, ce sera peut-être plus facile. Et là, il y a quand même pas mal d'événements. Bon, à mon avis, c'est aussi l'engouement qu'il faut faire quelque chose après la pandémie. Mais je crois que là, depuis 3 mois, il y a déjà eu 5 festivals de fanzine. Ah, d'accord. Donc, bon, souvent c'est des mini où il y a peut-être une dizaine de collectifs qui sont là. Il y en avait un à Saint-Gilles il y a pas longtemps. Donc au final, c'est quoi la population toi, de ce que tu vois, c'est très éclectique ou alors Oui, c'est très éclectique. Pour moi, il y a les vieux de la vieille qui vont continuer à en faire jusqu'à la fin de leur vie. Il y a des jeunes qui trouvent ça chouette, qui vont continuer. Il y a des gens qui le font par envie de carte de visite. Donc eux, par exemple, je veux faire une carte de visite pour pouvoir aller voir un éditeur et lui proposer ce que je fais. Bon, ceux-là, généralement, ils tiennent pas longtemps parce que c'est trop carte de visite et c'est pas assez... voilà, ça se sent. Voilà. Donc, et puis eux, ils sont vite découragés parce que ils croient qu'ils vont vendre 2000 fanzines et s'ils en font 2000, ils en vendront peut-être 50 en 10 ans. En étant contents, quoi. Ouais. Et petite question, parce que ça me fait penser, tu dois connaître l'employé du mois à Bruxelles, qui est auto-édité, c'est propre, en tout cas au départ, même toujours d'ailleurs. Mais est-ce que ça fait partie est-ce que tu classes ça dans les fanzines ou est-ce que déjà ils sont trop éditeurs pour que... C'est-à-dire qu'une des trucs aussi c'est quoi, qu'est-ce qui fait le fanzine au fait? Au final, on ne l'a pas complètement... donc on disait une passion auto-éditée, alors souvent sans structure. Voilà. D'où l'employé du mois où là ça commence à devenir une structure. C'est une structure et l'employé du mois, il compte gagner de l'argent avec ça. Ils le font pas bénévolement. Oui, mais c'est parce que moi je les ai connus à leur tout début où ils étaient dans... en fait, ils avaient un atelier commun et puis ils avaient trouvé un nom commun pour quelque part se retrouver à plusieurs et avoir chaud ensemble, quoi. Au départ, c'était le principe. Et effectivement, ce qu'ils éditaient, ça ressemblait vraiment à du fanzine. C'était de la BD. Ah, mais au départ, oui. On était vraiment dans le truc photocopié et voilà, on était eux sont transformés en éditeur quelque part. Et oui, parce que c'est vrai que maintenant, quand je vois ce qu'ils font, on n'est plus du tout dans le fanzine, dans le format fanzine. Ouais. Et une des notions du fanzine, ça va être aussi que c'est mal diffusé et que c'est diffusé aléatoirement. Donc l'employé du mois, tu pourras le trouver à la Fnac. Oui, non. Mais des fanzines, tu les trouveras jamais. Voilà. Et le travail que fait Philippe, par exemple, de la Kryptonique, avec ses numéros, là, on n'est pas du tout dans le fanzine ou... Pour moi, on est dans le fanzine. Parce que c'est quand même des objets qui sont magnifiques. Oui, mais et alors, le fanzine, c'est pas forcément un truc mal photocopié. On est d'accord, mais voilà. Mais voilà, mais c'est pas pour ça qu'il va vivre de ça. Il va essayer que chaque numéro de rentrer dans ses frais. Je crois que ça va être déjà le premier point. Déjà pas mal, qui n'est pas évident. Et c'est pour ça que je dis voilà, le fanzine c'est un peu aléatoire et mal diffusé. C'est aussi une des choses qui existent, quoi.
Ok, bon, bah, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, que tu as envie de faire passer à propos du fanzine, à part le fait que inviter nos auditeurs à venir. Par exemple, tu demandais qui faisait des fanzines. Ben là, on fait un vernissage à la galerie Sterput au Carré, qui est tout près du théâtre Flamand. Et on a invité un fanzine espagnol qui s'appelle Que Suerte. Et eux, ça fait 20 ans qu'ils font leur fanzine. D'accord. Voilà. Et donc on fait une mini expo, vernissage du festival le 30 juin. Voilà, c'est gratuit. Je pense qu'il y aura des verres à boire. Donc je crois qu'on a commandé une dizaine de carapils. Donc c'est les premiers qui auront les carapils. Et je signale quand même que c'est Soulka qui fait l'affiche. Bon, oui, c'est une très très belle affiche. Voilà. Franchement, alors, sur l'affiche, pour ceux qui ne la voient pas, il y a un ouvre-bouteille, du papier toilette, une dent, une plume, un crayon, tout ce qui donne envie de survivre, quoi. Là, il manque une canette de bière. Alors, tout ce qu'il faut pour survivre. Mais il manque quand même une canette de bière parce que c'est. Bah, il y a une amphore, une potion magique. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais. Bah, vaut mieux pas. Alors, vaut mieux pas. Et c'est super convivial. Et si vous faites des fanzines aussi, vous êtes les bienvenus. Même sans prévenir, vous venez, vous piquez une table et une chaise et puis vous installez comme ça en catimini et vous êtes les bienvenus, quoi. Eh ben, d'ailleurs, je vois que Baudouin est en train de préparer son fanzine. C'est pas encore sur quel thème, mais c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Et nous, en tout cas, on est à des endroits où on peut vous donner la possibilité de le montrer, de le faire partager à d'autres. Donc, c'est déjà ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a une école du fanzine ? Mais non, il ne faudrait pas qu'il y ait une école. Non, il ne faut pas qu'il y ait une école. Il faut que chacun arrive avec ses moyens du bord et fait ce qu'il pouvait. Oui, mais moi, j'ai commencé mes premiers fanzines en les tapant à la machine, puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur. Et avec des lettres alphac. Donc, les lettres alphac, c'était des lettres qu'on faisait comme des décalcomanies. Ça, c'était pour les titres. Parce que la machine à écrire n'avait que le même. Oui, le même. Sauf ceux qui avaient des petites boules avec 4-5 polices différentes. Mais ça, c'était la classe, quoi. Et ça, sinon, c'était la classe. Voilà. Si, je voudrais juste reparler aussi du petit pangolin illustré. Oui. Puisque pendant la pandémie, on a dû fermer la salle. On pouvait normalement pas sortir, mais on s'en foutait pas mal. Et on s'est dit, tiens, si on faisait un journal. Et c'est parti de. Voilà, moi j'étais chez moi, je reçois une carte postale d'un copain par la poste. Déjà, je me dis, il m'écrit, c'est chouette. Et il posait avec sa copine, avec un soutien-gorge, chacun sur la tête, en disant, nous, on s'en fout, on a plein de masques. Parce qu'il y avait du pédigré des masques. Et ça m'a fait rigoler. Je l'aurais vu sur Facebook ou sur d'autres choses. Moi, je cliquais, j'aime bien. Et puis voilà. Mais là, ça m'a fait rire de le recevoir dans ma boîte aux lettres. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, il faut qu'on fasse un fanzine, on n'a rien à foutre. Faisons ça. Et donc, le vendredi, j'ai téléphoné à mes potes. J'ai dit, allez, on fait un fanzine. Et le lundi, c'était envoyé par la poste. Voilà. Et on avait imprimé ça au Tonnerre, qui est un atelier, on avait les clés. Alors, on allait en catimini, mais ils étaient au courant. Hein. Et on allait le faire là-bas. Et c'était chouette parce que chaque fois qu'on sortait de l'impression, c'était généralement le dimanche à 8h du soir, et tout le monde nous applaudissait dans la rue parce qu'on est sûrement de lancer le fanzine de l'année. Donc ça faisait plaisir, quoi. Oui. Mais il fallait sortir toujours à la même heure, en fait. Ah, mais souvent, c'est le temps de le plier. C'était vers 8h qu'on sortait. Et là, ça faisait chaud au cœur d'être applaudi. J'imagine. Je savais pas qu'un fanzine pouvait avoir autant d'aura. Parce qu'il paraît que dans les autres rues, ils applaudissaient aussi le fanzine de Petit Pangolin illustré, qui est toujours disponible. Et voilà, là, d'accord. Et il y a combien de numéros ? Alors, on est au numéro 31. Ah oui, quand même. Oui. Quand même. Et donc, le Petit Pangolin continue. Continue. Là, on fait une petite pause de 2 mois, parce que c'est les vacances, il ne faut pas pousser. Et puis, ça fait comme 2 ans, voilà. Et là, il y a... Baudouin va nous dire un peu, là-bas... Là-bas, tu vois, il y a... plus lequel. Là, stop, là, voilà. Il y a une feuille et qui dit il y a combien d'auteurs ? Alors, 209 autrices et auteurs sur 145. 209 numéros. Voilà, donc il y a eu 209 auteurs différents et autrices. Oui, parce que c'est ça l'avantage aussi, c'est qu'effectivement ça peut... Et c'est pas tout. Il y a encore un autre chiffre. Et après, il y a un autre chiffre. Alors, 1500
98 participations en 1349 dessins. BD illustrations. Ah ouais, donc combien 35 textes et 114 collages. Ok, normalement on t'a entendu à peu près, même à distance. Mais donc et chaque numéro c'est un A3 il y a 6 pages. Oh, il pleure d'émotion. C'est beau. Non, c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est de la belle littérature d'ailleurs. Voilà le pangolin. Dès qu'on parle de chiffres, ça fait pleurer. Voilà. Et donc c'est 6 pages et il y a à chaque fois plus de 30 participants. Alors, il y en a qui viennent d'Espagne, il y en a d'Italie, de France, de Belgique et d'Allemagne. Voilà. Et après, c'est réenvoyé un peu partout voilà, à ceux qui s'abonnent ou comment Ah oui, à ceux qui s'abonnent, oui. Ouais, de temps en temps, on les envoie gratos, mais bon, à un moment, on se dit, ça coûte cher. Mais au départ, on a lancé ça sur les réseaux sociaux, mais en ne mettant aucune image. En disant, on lance un fanzine, ça s'appelle Le Petit Pangolin. Si vous voulez recevoir un numéro, envoyez-nous votre adresse. Et puis on verra après pour les sous-sous, on ne sait pas, pour l'instant nous on le fait, on verra comment on gère ça, chaque chose en son temps, quoi. Et donc, voilà, je crois qu'on a été en tirage jusqu'à 500 exemplaires par numéro. Ah, pas mal. Mon c'est un peu redescendu, mais... Et ça me fait penser, mais là, va falloir un moment mettre fin à cette interview. Et voilà, merci d'être passé. Le coût des financements participatifs, parce que ça, c'est les financements participatifs. Ah, donc, c'est quoi ça c'est tout ce qui est cagnotte, litchi, tout ce qui est Kiss Kiss Bang Bang ou des choses en genre là. C'est-à-dire que ça s'est beaucoup fait autour des podcasts, etc. C'est-à-dire que, en gros, on dit on lance tel ou tel projet et les gens préfinancent quelque part le projet de manière à ce que le projet puisse se faire. Est-ce que ce genre de choses existe dans le fanzine ou pas ? Ça existe. Sur des gros projets évidemment, parce que si c'est des gros projets, c'est pas du fanzine. Non, mais gros projets de manière fanzine, on est bien d'accord. Oui, mais c'est là que le problème arrive. C'est que moi, il y avait, je crois que c'était Kiss Kiss Bang Bang, qui voulait passer au festival et qui voulait avoir un stand pour proposer leur service au fanzine. Et moi, je leur dis, il y a juste un problème. Vous prenez une commission. Et ils m'ont dit oui. Mais j'ai dit, non. Oui. Ici, nous, on fait pas ça pour vendre. Et je suis contre. Moi, je suis contre. Ça ne me va pas si vous prenez une commission. Si vous me dites, on a envie d'aider le fanzine et il n'y a pas de commission sur tous les trucs de fanzine, je dis pourquoi pas. Allons-y. Et là, c'est le revers de ça, c'est qu'il y a des éditeurs en bonne et due forme qui font des Kiss Kiss Bang Bang sur différents projets. Mais du coup, ils sont plus éditeurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 10 projets, et ils aiment bien ton projet, ils aiment bien l'autre, et c'est celui qui aura son Kiss Kiss Bang Bang qu'on va éditer. Il y a une et s'il l'a pas, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, c'est vrai qu'en plus, là, je regarde dans le domaine du jeu de société, par exemple, c'est aussi une manière de faire une pub autour du projet. Oui. Donc, c'est quelque part le côté entre guillemets financement participatif qui permet de faire émerger un projet qui n'existerait pas sinon. Des fois, perd son but. Là, c'est simplement faire une publicité autour d'un truc qui se vendrait de toute façon. C'est pas la question. Voilà. Donc, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, dans le domaine du fanzine, quoi. Dans le domaine du fanzine, oui, puisque c'est l'idée, on le fait maintenant, voilà. On le fait ce soir, après avoir fait l'interview. Là, on prend des feuilles de papier, on fait un fanzine, des roulés jeunesse, et puis on le publie demain, et on le met et tu le scannes et tu le mets sur Internet. Alors. Moi, je le vendrais. Voilà. Je sais pas, j'aurais peut-être plus de succès que toi en le vendant 25 exemplaires. Sans doute, c'est possible. C'est tout à fait possible. J'aurais peut-être récupéré 25 bières. Moi. Toi, tu auras peut-être 500 likes, moi j'aurai 25 bières. J'ai 500 likes, c'est très surfait les likes. Voilà, je te remercie en tout cas de nous avoir accueillis dans ce lieu que je vous conseille vraiment de venir visiter. Donc là, on était au bar, il y a la salle à voir, et évidemment, dans ce lieu, il y a plein de choses qui se passent. Il y a le festival, alors le 4e camp de survie du fanzine au bunker. Je répète, c'est le 2, le 3
3, le 9 et le 10 juillet. Donc c'est tout bientôt, début de l'été. Ça, mais il y a plein d'autres choses qui se passent au Bunker. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site du Bunker et là vous avez l'actualité. Oui, j'ai vu, mais il y a quand même régulièrement des choses qui sont mises à jour. Il y a un site, il y a un Facebook ou pas ou oui, il y a un Facebook du Bunker. Et donc lui, il est peut-être plus à jour. Il y a un Facebook qui est aussi assez bien mis à jour. Non, celui du Bunker, je crois qu'on oublie souvent, parce que je crois qu'on avait perdu les codes à un moment, donc il faut qu'on retrouve les codes. C'est m'est arrivé aussi, hein, donc. Mais on n'a pas compris trop vraiment, parce qu'il y a des pages et il y a des groupes. Donc on a créé une page et un groupe ça s'appelle la Petite Fanzinothèque Belge. Oui, je suis tombé dessus. Et le Petit Pangolin illustré, on a créé les deux en se disant on fait les deux comme ça, c'est la fête. Et du coup, sur le site de la Fanzinothèque, il y a souvent on relaie les informations des autres. D'accord. Donc si tu fais un festival, on le relaie. Si tu dis tiens, moi j'ai telle librairie qui m'a invité pour dédicacer mon fanzine, on va faire la pub et on va faire circuler au mieux l'information quand on l'a. Ok. Voilà. Bon, merci Patrice. On recevait ce soir donc Patrice Baudouinet. Voilà. Et puis merci Baudouin à la technique, même si la caméra, au final, je crois que tu as lâché l'affaire. Eh bien, bonne soirée. Merci de nous avoir suivis sur le 105.4 de Radio Panique. Et on se retrouve d'ici un mois pour une nouvelle... Ah non, c'est l'été. Donc en septembre, on se retrouve en septembre. Donc non, la prochaine émission de L'Œil Carnivore... Vous êtes en vacances 2 mois. Ouais, 2 mois. Mais non, la prochaine émission de L'Œil Carnivore, ça sera... ça sera... Mais non, mais au bif. Ça sera au bif. On fera quelque chose par rapport au bif. Et puis sinon, moi, je vais... c'est fin août, Fin août, voilà. Et puis cet été, mais je vais continuer les revues de presse. Je pense je vais essayer de les faire de manière plus régulière. Et puis voilà. Sinon, voilà. Donc merci, bonsoir à tous. Et puis à la prochaine. À bientôt. Ciao. Merci. Au revoir.